liées et sont au fond analogues. Ce qu'on vous a raconté dans les hautes sphères politiques comme dans la presse depuis maintenant presque un an, c'est que, en gros, on a connu une crise financière qui part des banques américaines, et puis cette crise financière est devenue une crise économique, et puis finalement une crise sociale avec des patrons séquestrés, et puis pourquoi pas une crise politique. Je pense que ce scénario est en vérité presque entièrement faux et que nous avons affaire à une crise économique d'abord, une crise financière après et éventuellement une crise sociale et politique ensuite. Je vous explique ça très rapidement, vous verrez pourquoi c'est important. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez comprendre la crise, c'est que au milieu des années 90, ou plutôt au début des années 90, le président Clinton et le président de la Federal Reserve, Greenspan, se sont rendus compte que la croissance faiblissait. Pourquoi? Parce que les classes moyennes s'effondraient aux États-Unis. Et on a assisté à une bipolarisation du monde du travail. Rassurez-vous, je ne vais pas être très compliqué, mais vraiment, je crois que c'est indispensable. Avec d'un côté un petit nombre de gens très bien payés et très bien formés, disons l'équivalent de nos polytechniciens, et puis de l'autre côté, une masse de prolétaires très mal payés et très nombreux. Et au milieu, les classes moyennes qui s'effondrent. Et ça produit un effet qui est un effondrement de la croissance aux États-Unis. Pourquoi? Parce que très simplement, ce sont les gens qui gagnaient 4 ou 5 000 euros par mois, ou 4 ou 5 000 $ par mois si vous préférez, qui étaient capables d'acheter des voitures, des écrans plats, des appartements, etc. Et donc les classes moyennes se tassant, on a un effondrement de la croissance. Et le président Clinton et le président de la Federal Reserve décident que pour que la croissance continue, pour qu'elle ne s'effondre pas, il faut la tirer, cette croissance, l'alimenter par l'endettement des ménages. Ils donnent l'ordre aux banques américaines, et c'est là que ça va en effet déraper, ils donnent l'ordre aux banques américaines de prêter aux pauvres, ceux qu'on va appeler les subprimes, ce qui en anglais veut dire second choix simplement. Second choix, c'est-à-dire que c'est des gens à qui on prête mais qui ne sont pas très fiables parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rembourser, tout simplement. Et donc on va prêter à ces gens, on va endetter les petits ménages pour que la croissance continue d'être alimentée, non plus par la richesse des classes moyennes, mais par l'endettement des pauvres, par l'endettement des petits. Et les chiffres le confirment, vous avez en gros 75% d'endettement des ménages. L'endettement des ménages est à 75% du revenu au début des années 90, et puis aujourd'hui on est à 150%. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pendant 10 ans. Mais quand l'endettement est saturé, si vous vous endettez, et vous endettez, il y a un moment où vous ne pouvez plus vous endetter davantage. D'abord parce que les banques ne vous prêtent plus. Et puis parce que c'est insupportable, vous ne pouvez pas rembourser les intérêts. Donc quand l'endettement est saturé, c'est-à-dire autour de 150% du revenu, et plus que saturé, eh bien, on va décider de se débarrasser, les banques vont décider de se débarrasser des crédits, parce qu'ils sont à risque, évidemment. Elles vont donc titriser, c'est-à-dire les transformer en produits financiers compliqués, les cacher dans des produits à 40 entrées, des produits financiers compliqués avec la complicité des agences de notation qui vont décréter que ces produits sont très fiables alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est là que, en effet, la crise économique va devenir une crise financière. Pourquoi ça atteint, vous allez comprendre tout de suite, avec un exemple qui est très parlant, pourquoi ça atteint l'automobile aux États-Unis, la General Motors qui fait faillite, ce qui est quand même hallucinant? Eh bien parce que, en gros, vous vous endettez pour acheter une voiture, mais pas pour aller chez le coiffeur. Et tout ce qui va nécessiter un endettement va être atteint, c'est-à-dire l'immobilier, les voitures, parce que les taux d'endettement étant saturés, eh bien, il y a un moment où cet artifice qui consiste, vous voyez comment attirer la croissance par de la dette et pas par de la richesse, atteint sa limite. Pendant 10 ans, on tire la croissance américaine par la dette, par l'endettement des ménages, puis quand l'endettement est saturé, eh bien, évidemment, ça s'effondre parce que, normalement, dans un régime capitaliste bien fonctionnant, on tire la croissance par de la richesse des classes moyennes, mais pas par de la dette. Voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé, ce qui veut dire que la solution de la crise est très compliquée parce que cette crise est une crise de l'économie réelle et pas une crise de l'économie casino.
contrairement à ce qu'on vous a dit à peu près partout, en disant voilà, il y a une bonne économie, comme dans le film Wall Street, si vous vous souvenez, avec Michael Douglas, il y a une bonne économie qui est l'économie réelle, puis il y a une méchante économie, c'est l'économie casino, c'est les méchants banquiers, les spéculateurs, etc. Et donc la crise est une crise du court-termisme, de la pression des actionnaires, de la spéculation, de l'avidité des banquiers. C'est ce qu'on vous a raconté à peu près partout dans la presse. Eh bien, la vérité est hélas tout autre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a une crise de l'économie réelle, liée à une recomposition du monde du travail aux États-Unis, qui est suivie après par une crise financière, parce qu'on a titrisé les crédits pourris, qu'on les a cachés dans des produits financiers et qu'on les a disséminés sur l'ensemble de la planète. Et cette crise financière qui vient en second lieu rejaillit sur l'économie parce que les gens ne se prêtent plus entre eux et que les entreprises ne trouvent pas de liquidité et même les banques entre elles, comme vous le savez, ne se prêtent pas. Voilà le scénario véritable de la crise qui fait que la crise s'enracine au cœur de la mondialisation, au cœur de l'économie réelle, et on n'en sortira pas simplement en régulant, en moralisant le capitalisme, comme on le dit au G20. Mais le problème est beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. On ne sortira de la crise que par l'innovation, par une croissance qui, à nouveau, serait tirée par de la richesse et pas par de la dette. D'où, par exemple, l'emphase mise sur la croissance verte. Pourquoi on table sur la croissance verte? Parce qu'on cherche de nouvelles économies. Après ce qu'on a appelé la nouvelle économie, c'est-à-dire le numérique, on cherche de nouveaux secteurs, c'est-à-dire de nouveaux secteurs dans lesquels, à nouveau, la croissance économique serait alimentée par de la richesse et pas par de la dette, ce qui est le régime normal du fonctionnement normal des sociétés capitalistes. Et donc on cherche de nouveaux débouchés, et c'est donc par l'innovation qu'on s'en tirera, et pas simplement en moralisant le capitalisme, ce que de toute façon on ne fera pas ou que dans des proportions infinitésimales. Il faut le faire évidemment, mais ce n'est pas ça qui nous tirera d'affaire. Il faut évidemment le faire. Par exemple, que les traders aient des bonus et pas de malus, c'est un pouce au crime. Mais il faut changer ça, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir comment renouer avec une économie d'innovation qui va nous remettre sur la voie d'une croissance alimentée par de la richesse et pas par de la dette. Voilà l'équation à résoudre. Et comme vous allez voir, cette équation, elle pose d'énormes problèmes, notamment sur le plan du développement durable et de l'écologie. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'innovation n'est pas sans danger. Renouer avec l'innovation, c'est renouer avec tout ce qui alimente les problèmes d'environnement aujourd'hui. Et croire que ça va se résoudre par une croissance verte est évidemment d'un optimisme délirant, presque enfantin, puéril. C'est pas comme ça que ça va se passer, même s'il faut évidemment investir du côté de la croissance verte. Mais ce ne sera pas suffisant et c'est pas comme ça que ça se passera. Et je voudrais vous raconter pourquoi, et là, reprendre, si vous permettez, la casquette du philosophe plutôt que du pseudo-économiste, économiste que je ne suis pas, et revenir à des questions qui sont, à mes yeux, les vraies questions de fond. Mais c'était indispensable de bien comprendre que la crise s'enracine dans l'économie réelle et pas dans l'économie casino, et que ce n'est pas simplement en moralisant le capitalisme qu'on réussira à s'en tirer, mais encore une fois, en renouant avec une croissance réelle, alimentée par de la richesse et pas par de la dette. Bon, une fois que ça est bien compris et bien posé, revenons au cœur du problème, c'est-à-dire à la mondialisation. Et je voudrais vous dire que le XXe siècle a été caractérisé par deux grands traits, deux grandes tendances gigantesques et absolument passionnantes à analyser, sur lesquelles on peut avoir des jugements de valeur très contrastés, mais il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Première tendance, déconstruction des valeurs traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Deuxième tendance, émergence de la mondialisation libérale. Les deux sont liés et je voudrais vous montrer comment. Et le cœur du problème, c'est justement la question de l'innovation et de la croissance. Reprenons. Déconstruction des valeurs traditionnelles. Le XXe siècle a été un siècle de déconstruction des valeurs traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Aucun équivalent, jamais, nulle part dans l'histoire connue jusqu'à ce jour. On a, si on regarde la haute culture, on a déconstruit la tonalité en musique, avec l'école de Vienne, avec Schoenberg. On a déconstruit la figuration en peinture, avec ces deux grands pères fondateurs de la peinture moderne que furent au siècle dernier Picasso et Kandinsky.
On a déconstruit les règles traditionnelles du roman, avec Joyce, avec le nouveau roman, même du théâtre, avec Beckett et Ionesco, par exemple. On a même déconstruit, je dirais, toutes les figures traditionnelles du surmoi, des morales religieuses ou des morales bourgeoises, et nous avons un siècle de déconstruction comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous préparer le coup habituel du retour en arrière aux bonnes vieilles valeurs. C'est pas du tout ça que j'ai en tête, je n'ai aucune nostalgie, j'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé, et qui est prodigieusement intéressant. Si vous regardez, non pas la haute culture, et je vois quelques cheveux blancs dans la salle qui vont m'aider à comprendre et à partager ce que je veux vous faire comprendre, eh bien, quand vous regardez la vie quotidienne des Européens, car toute cette histoire est d'abord européenne, eh bien, vous vous apercevez que le monde dans lequel nous vivons, lui aussi, dans la vie quotidienne, il a changé plus en 50 ans qu'en 500 ans, parfois. Ce que les historiens ont appelé la fin des paysans. Et je traduirai les choses très simplement. Quand j'étais petit, comme on dit dans les familles, dans mon village, à Fontenay-Saint-Père, pas loin de la Normandie, à 70 km de Paris, eh bien, par exemple, les dames faisaient la lessive avec des battoirs qui ressemblaient à des raquettes de ping-pong dans les lavoirs, où nous pêchions avec mes frères des gardons et des épinoches. Quand je dis ça, et c'était pas pour animer le syndicat d'initiative, c'était pas pour l'office du tourisme, c'était vraiment comme ça qu'on faisait. Quand je dis ça à ma fille qui a 18 ans, elle pense que je sors du Petit Dinosaure 4 ou quelque chose comme ça, mais qu'on n'a pas vécu dans le même monde. Je me souviens qu'avec mes frères, nous nous battions le matin pour avoir l'honneur de moudre le café dans le moulin à bras, que tous ceux qui ont mon âge ont connu. On tirait le petit tiroir, je pourrais vous faire un chapitre de l'herbe à peu près, première gorgée de bière, parce que ça sentait tellement bon, etc. Là encore, mes filles n'ont jamais vu un moulin à café de ce type ailleurs que chez un antiquaire. Mesdames, si vous regardez l'évolution de la condition féminine en Europe, eh bien, là encore, j'emmène souvent mes filles en Suisse, qui est un pays apparemment civilisé et moderne, un pays d'Europe normal, entre guillemets. Eh bien, figurez-vous que le dernier canton de Suisse à accorder le droit de vote aux femmes le fait seulement le 28 avril 1991. 1991. C'est dire que jusqu'en 1991, les femmes n'avaient pas le droit de vote en Suisse, en tout cas pas partout. Et quand vous regardez même la France, jusqu'en 1975, jusqu'à Giscard, lorsque vous étiez mariées, mesdames, sous un régime normal de la communauté, il fallait que vous demandiez à votre mari l'autorisation et sa signature, non seulement pour ouvrir un compte en banque, mais même pour prendre la pilule. Ce qui est quand même assez rigolo quand on y pense, vu d'aujourd'hui. Et là encore, quand je dis ça à ma fille qui a 18 ans, elle peut tomber de sa chaise. 1991, c'est sa date de naissance, ça lui paraît tout proche quand même. Eh bien, l'idée que les femmes n'avaient pas le droit de vote en Suisse jusqu'à cette date lui paraît surréaliste. Si vous regardez les établissements scolaires, par exemple, pour ceux qui aiment le cinéma, souvenez-vous des films qui, dans les années 40 ou 50, mettent en scène des lycées, des établissements scolaires. Souvenez-vous, par exemple, des Disparus de Saint-Agile ou du très beau Topaz de Pagnol, 1938, avec Louis Jouvet dans le rôle de Topaz. Vous vous souvenez, avec la fameuse dictée « Les moutons se paissent dans les prés ». Je vois que là aussi, il y a des hochements de tête. Et quand vous comparez ces salles de classe dans lesquelles on entendrait voler un puceron à 50 mètres au film de Bégodeau Entre les murs, si Jouvet revenait aujourd'hui dans une troisième un peu délicate en banlieue, il aurait une syncope dans le quart d'heure. Il y a là quelque chose qui aussi a changé dans des proportions dont on n'a même plus l'idée. Et si je rappelle ces exemples, c'est parce que nous sommes tellement blasés, tellement blindés, tellement habitués à ces changements abyssaux, que nous n'avons même plus conscience de l'ampleur avec laquelle et de la brutalité ils sont intervenus. Si j'avais dit à mon grand-père, que j'ai très bien connu, qu'il y aurait des femmes pilotes de chasse, il serait tombé de sa chaise lui aussi. Tout ça, ou regardez le regard sur l'homosexualité, qui était encore défini par l'OMS jusque dans les années 90 comme une maladie ou comme une perversion. Tout ça est même maintenant passible de la loi de 2005, de la loi Raffarin. Vous voyez à quel point ça a changé. Et l'idée que j'ai, pourquoi je vous raconte ça à propos du développement durable, vous le verrez tout à l'heure. L'idée que j'ai, d'abord, c'est que cette déconstruction des valeurs traditionnelles,
Et il y a là un livre à écrire. Si j'étais encore professeur, j'inviterais un de mes étudiants à faire une thèse sur cette histoire, car elle est absolument magnifique. Je ferai d'ailleurs un petit livre là-dessus à la rentrée, mais j'aimerais avoir le temps d'y consacrer 3 ans de vraies recherches. Cette déconstruction des valeurs traditionnelles, elle s'est faite tout au long du XXe siècle au nom de l'invention d'une idée formidable, passionnante, qui est l'invention de la vie de Bohème. L'invention de la vie de Bohème comme opposée à la vie des Philistins, à la vie des bourgeois. L'invention de la vie de Bohème, c'est une histoire formidable, c'est toute l'histoire de l'avant-gardisme. C'est une histoire qui commence dans les années 1830. Le premier livre a porté le titre « Vie de Bohème », il s'appelle exactement « Les scènes de la vie de Bohème ». C'est le livre d'un petit auteur allemand qui s'appelle Heinrich Mürger, qui s'est installé à Paris, car Paris va devenir la capitale de la Bohème, et ce petit auteur allemand qui va devenir Henri Murger, et qui écrit donc ces scènes de la vie de Bohème en 1844, et puis ça c'est publié en feuilleton, et ça paraît en livre en 1848, coïncidant avec la Deuxième Révolution française. Eh bien, ce livre va être le premier donc à porter ce titre Vie de Bohème, et on en a gardé un tout petit souvenir. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs encore en livre de poche, en folio, chez Gallimard. On en a gardé le souvenir pour ceux qui aiment la musique, parce qu'il va servir de livret à un opéra qui, lui, va rester célébrissime, qui est probablement un des opéras les plus joués dans le monde aujourd'hui, qui est le fameux opéra de Puccini, qui s'appelle justement La Bohème. Eh bien, ce petit livre, c'est comme la chanson d'Aznavour. Si vous la connaissez, La Bohème, très belle chanson, ça raconte la vie de ces jeunes gens qui tirent le diable par la queue, qui sont très pauvres, ils ne cherchent pas la réussite sociale et l'argent, ils s'en foutent de la réussite sociale et de l'argent, ils s'en moquent comme de l'an 40, ils se moquent des bourgeois et de la vie réussie au sens de la réussite sociale. Ils sont pauvres, encore une fois, ils ne cherchent pas l'argent. Ils ont déjà un look contestataire comme on aura, par exemple, chez les hippies américains en 68. Ils ont une robe de philosophe, ils portent des cheveux longs, la barbe, ils fument de l'opium et boivent de l'absinthe, ils fument de l'opium dans leurs longues pipes en terre ou en écume. Ils habitent donc les mansardes, les soupentes des immeubles parisiens, les chambres de bonne. Ils sont donc à la recherche de ce que Rimbaud traduira très bien dans un vers célébrissime lorsqu'il dit que la vraie vie est ailleurs. Ils sont à la recherche d'une vie nouvelle, d'une vie inédite. Ils veulent inventer quelque chose d'inouï. Ils veulent être des génies. Ce sont des poètes, ce sont des musiciens, ce sont des peintres, des philosophes quelquefois, des écrivains. Ils veulent inventer une vie absolument nouvelle et ils ont la conviction, héritée évidemment de la Révolution française, que pour inventer un monde neuf, pour innover, retenez bien que l'innovation intervient ici. Pour innover, pour inventer un monde radicalement neuf, il faut commencer par faire table rase du passé. Tabula rasa, comme la Révolution française l'a fait avec l'Ancien Régime. Il faut faire table rase du passé, c'est la condition préalable à l'invention géniale, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan poétique. Et donc ces jeunes gens bouffent du bourgeois tous les matins au petit déjeuner. Et ils détestent les philistes, les gros pleins de soupe. Ils vont, ces jeunes gens, se donner des noms, formés, comme on le fera encore en 68, des groupuscules. Des groupuscules qui vont se donner des noms qui sont très significatifs de l'état d'esprit bohème. Et ces noms, certains d'entre eux vont passer dans le langage courant. Vous les connaissez, mais la plupart du temps, je pense que vous n'en connaissez pas l'origine, car cette histoire de la Bohème n'est pas très connue encore. Surtout, on la connaît après le bateau lavoir de Picasso, après les années 1900, mais entre 1830, le Petit Cénacle de Théophile Gautier et de Gérard de Nerval, et puis justement le bateau lavoir de Picasso, il y a toute une histoire de la Bohème qui est absolument magnifique. Et alors ces jeunes gens, ils se donnent des noms. Ils s'appellent par exemple les je m'en foutistes. C'est de là que vient le terme je m'en foutiste, c'est d'abord un groupe d'étudiants qui se décerne à lui-même le titre d'honneur de je m'en foutiste. Pourquoi ? Parce qu'ils se foutent des bourgeois, ils se foutent de l'argent. Ce sont les 68ards de l'époque, les contestataires de l'époque. Ils se foutent donc de tout ce qui intéresse la vie normale des croquantes et des croquants, comme dira Brassens. Qui reprendra d'ailleurs des poèmes de Richepin, l'un des plus talentueux poètes bohèmes de ces années 1860-70. Ils s'appellent donc les je m'en foutistes, ils s'appellent les fumistes. D'abord parce qu'ils fument en effet de l'opium dans leur pipe, mais aussi parce que les fumistes vont développer
un humour un peu à l'anglaise, un humour qui tourne tout en dérision. Quand vous dites aujourd'hui à votre grand-fils t'es un fumiste, ça veut dire tu te fous de tout, c'est presque le cynisme que ça signifie. Mais à l'époque, ça veut dire qu'ils vont développer cet humour corrosif qui tourne les valeurs des bourgeois en dérision. Ils s'appellent encore les hydropathes. J'aime beaucoup les hydropathes qui sont dirigés par un personnage. Hydropathes, c'est les buveurs d'eau. Hydropathes. Le type s'appelle Goudot. Goudot. Il a écrit un petit livre magnifique qui s'appelle 10 ans de bohème. Évidemment, il n'a jamais bu une goutte d'eau de sa vie. Il va d'ailleurs mourir d'alcoolisme, comme vous pouvez l'imaginer. Mais Goudot, hydropathe, voilà, c'est un petit club qui va se transformer rapidement dans le club des hirsutes. Hirsutes, ils sont comme l'ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ils ont l'air de tomber du lit avec la cravate tortillonnée, la joue un peu fripée, les cheveux en bataille. Oui, je vois que c'est filmé, vous voyez, j'avais oublié. Pardon Jean-Louis, si jamais ça sort sur le net. Ils sont donc, qu'est-ce que ça veut dire hirsute? Et c'est pas méchant ce que je dis, parce que c'est 90% de son charme, justement. C'est qu'ils sont bruts de décoffrage. Et puis, bon, on parle de développement durable. Et il va durablement rester dans son ministère. Et donc, de l'écologie. Eh bien, hirsutes, ça veut dire qu'ils sont bruts de décoffrage, qu'ils ne sont pas polissés, ils ne sont pas embourgeoisés, ils ne sont pas civilisés. Ils s'appellent encore, ces jeunes gens, les incohérents. J'aime beaucoup le groupe des incohérents, ça c'est plutôt la fin, c'est les années 1870. Les incohérents, ils inventent les premiers objets surréalistes. C'est le surréalisme, c'est le dadaïsme avant la lettre. Ils inventent ces objets qui sont faits justement pour choquer le bourgeois. Ils sont faits, ces objets, pour que lorsque les Philistins, les bourgeois, se promènent devant les expositions des incohérents, ils disent « Ah, ma bonne dame !» Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, tout fout le camp. Et le discours déclinologique se met en place en même temps que le discours bohème. Qu'est-ce qu'ils fabriquent comme objet? Ils fabriquent des peignes pour chauve. J'essaie de ne pas regarder ceux qui sont concernés directement par le sujet. Et le peigne pour chauve est un truc très amusant, parce que c'est un petit cercle d'acier avec les petits peignes sur le côté pour ramasser les poils frisés qui sont au-dessus des oreilles. Ils inventent des balançoires de murs pour calmer les enfants insolents. Toute une série d'objets surréalistes ou dadaïstes avant la lettre, et encore une fois, ils sont ces objets destinés à choquer le bourgeois. To make a long story short, comme on dit en bon français, je m'arrête là, mais on pourrait raconter cette histoire parce qu'elle a une géographie. On va passer du quartier latin d'abord vers Montparnasse, et puis de Montparnasse vers Montmartre. Cette histoire va se prolonger avec Tristan Tzara, avec évidemment le bateau Lavoir de Picasso. Mais Picasso, il y a autour de lui, il y a Matisse, il y a Glaise, il y a Metzinger, il y a toute une série de gens. Il y a Apollinaire, grandiose, les peintres cubistes, 1912, un livre magnifique. Ça va continuer avec les surréalistes, avec André Breton. Après la guerre, ça reprendra encore avec les situs, Van Eghem, Debord, et puis finalement mai 68. Et toute cette histoire, qui commence avec le Petit Cénacle en 1830, c'est l'histoire de ce que j'appelle l'individualisme révolutionnaire. La révolte des individus contre les traditions, contre les valeurs traditionnelles et les autorités traditionnelles. Déconstruction, et c'est l'héritage de la Révolution française, bien sûr. Table rase du passé comme préalable à cette volonté forcenée d'innovation, de génialité. L'art pour l'art. Hein. Eh bien, l'idée que j'ai depuis longtemps et qui choquera certains d'entre vous, et que j'ai développée déjà depuis bien longtemps, parce que je l'avais déjà développée dans La Pensée 68 en 1985, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, l'idée que j'ai depuis longtemps, c'est que les bohèmes ont été, les cocus de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été le bras armé de l'épanouissement de la bourgeoisie, et notamment de la mondialisation libérale. Sans les bohèmes, pas de mondialisation libérale. Pourquoi? Je vais dire les choses très simplement. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites, et qu'elles fussent déconstruites par des bohèmes, par des jeunes gens plutôt de gauche, plutôt révolutionnaires, plutôt dévoreurs de Philistins. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par des bohèmes de gauche révolutionnaires pour que le capitalisme mondialisé puisse s'épanouir. Pourquoi? Très simplement pour la raison suivante, mais qui est très profonde. Elle est simple, mais très profonde. Elle a des racines, elle a des harmoniques, on dirait en musique, qui sont gigantesques.
Si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, elles n'achèteraient pas 14 jeux Nintendo par an, 3 téléphones portables et 2 ordinateurs, si possible. Parce que rien ne freine autant, c'est déjà ce qu'avait dit Marcuse dans One Dimensional Man, dans L'homme unidimensionnel, rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Je vais le dire très simplement. Plus vous avez des valeurs morales, culturelles et spirituelles stables et fortes, moins vous éprouverez le besoin le samedi après-midi de mettre les enfants à l'arrière de la voiture pour aller acheter des trucs idiots au supermarché du coin. Si mon arrière-grand-mère revenait sur cette terre et qu'elle voyait un grand centre commercial, je puis vous assurer qu'elle trouverait ça dégoulinant de bêtises et d'obscénités, parce qu'elle trouverait que ça nous est... D'abord qu'on n'a pas besoin de tout ça, j'entends encore son accent bourguignon, mais qu'en plus, ça nous écarte des vraies valeurs, les vraies valeurs qui sont les devoirs envers autrui sûrement, mais aussi les devoirs envers soi-même. Par conséquent, il fallait casser les valeurs traditionnelles pour que nous puissions entrer dans l'ère de la consommation, dans l'ère de l'hédonisme, du plaisir, du ludique. Et c'est ça que finalement mai 68 apportera. Sous les pavés, il n'y avait pas la plage, ça se saurait, mes amis. Sous les pavés, il y avait la mondialisation libérale. Preuve, l'effet 68, et c'est pas du tout polémique ce que je dis, c'est juste un constat factuel. Zéro révolution politique. Nous sommes dans le même système politique que dans la Constitution de 58. Mai 68 n'a pas engendré un bouleversement politique. D'ailleurs, le personnel politique est resté incroyablement stable. Jacques Chirac était déjà là en 68, aux accords de Grenelle. Est-ce qu'on a pour autant une révolution économique? Pas du tout. Le capitalisme est plus arrogant que jamais. Et par conséquent, l'effet 68, c'est une révolution sociétale, une déconstruction des valeurs traditionnelles, de ce qu'on appelle les valeurs sociétales aujourd'hui, mais zéro révolution à la Tocqueville, zéro révolution à la Marx. Pas de révolution politique, pas de révolution économique. Oui, révolution dans les mœurs, en effet, reportez-vous à ce que je disais tout à l'heure, des femmes ou des paysans. C'est ça qui a changé, ou des homosexuels. C'est ça qui a changé. Donc sous les pavés, pas la plage, mais la mondialisation libérale et le capitalisme le plus arrogant qui soit. Capitalisme financier notamment. Et consommation tous azimuts. En apparence, mai 68 s'oppose à la société de consommation. À la vérité, tout le monde le sait, et tout le monde le savait à l'époque, c'est une formidable explosion de la société de consommation. C'est une accession pour tous, une démocratisation de la consommation. Petit indice, s'il en était besoin, qui achète aujourd'hui les tableaux d'art contemporains et les expose jusque dans la mairie de Bordeaux? Qui achète aujourd'hui et subventionne l'art contemporain? Mon ami François Pinault, Bernard Arnault, Didier Lombard, de grands capitaines d'industrie qui sont fascinés par cette logique de l'innovation qui fut déjà celle des avant-gardistes et des bohèmes avant qu'elle ne devienne mondialisation oblige, l'impératif absolu du monde de l'entreprise aujourd'hui. Une entreprise qui n'innove pas meurt, tout simplement. Les bohèmes avaient montré la voie aux bourgeois en innovant, et la figure du bobo qui réconcilie les deux à la fin du XXe siècle, dans le 6e arrondissement de Paris et quelques autres grandes villes, eh bien la figure du bobo n'a rien d'anecdotique. La réconciliation du bourgeois et du bohème est un événement historique majeur et très compréhensible. Petit indice, avant même la période de la toute fin du XXe siècle, qui fait rentrer au Louvre de son vivant Picasso, ce qui n'était jamais arrivé pour aucun autre peintre vivant. On n'avait jamais fait rentrer un peintre vivant au Louvre. Qui fait rentrer ce pur stalinien que fut toute sa vie Picasso? C'est son droit, mais il était vraiment communiste et de la grande période stalinienne. Qui le fait rentrer au Louvre? Le président Pompidou, c'est pas une critique, qui fut le président le plus bourgeois de toute l'histoire de la République française. Qui va créer pour Pierre Boulez l'IRCAM, le plus grand centre de musique contemporaine, peut-être même au monde, en tout cas en Europe? C'est le président Chirac, qui d'ailleurs était un des membres fondateurs de l'association des ennemis de la musique quand il était jeune, association des ennemis de la musique dont la devise était « Mieux vaut un quart d'heure de mauvaise musique qu'une heure de bonne ». Eh bien, c'est lui qui crée l'IRCAM, et je trouve que c'est assez cohérent, finalement.
réfléchissez à ça. Tous mes amis en 68, tous, sans aucune exception, étaient maoïstes, trotskistes, libertaires, anarchistes. Ils étaient tous à gauche, tous mes copains étaient de gauche. Je les vois aujourd'hui, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Ils sont sans aucune exception reconvertis dans la pub, le cinéma, la presse, l'entreprise. Je ne veux pas citer de nom parce que ce serait désobligeant, mais l'un des leaders les plus célèbres de la gauche prolétarienne est aujourd'hui au MEDEF. Il y a là quelque chose qui est une trajectoire parfaitement cohérente quand on y réfléchit. Et je ne développerai pas davantage, mais encore une fois, ma conviction est la suivante. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par les bohèmes, tous azimuts, pour que nous puissions entrer dans l'ère de l'hyperconsommation, bohèmes et bourgeois se réconciliant. Les bohèmes ont été les cocus de l'histoire, les bourgeois en ont été les benets, ce qui n'est pas rassurant, parce qu'ils n'ont rien vu venir, tout ça n'a pas été fait exprès. Et ça me conduit au deuxième trait, qui va nous ramener vers le développement durable à la vitesse grand V. Qu'est-ce que la mondialisation qui est derrière ce mouvement de déconstruction? Marx avait 100% raison. Le capitalisme, c'est la révolution permanente. Il avait raison. C'est un immense philosophe et un immense économiste, en tout cas. Eh bien, revenons maintenant à la mondialisation. La mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. Deux moments dans l'histoire de l'Europe avant que ça ne s'étende au monde. Et cette histoire que je vous raconte est purement européenne au départ. Elle s'étend progressivement au reste du monde via l'Occident, mais elle est d'abord une histoire européenne. Qu'est-ce que la mondialisation? C'est deux grands moments. Et si on pouvait faire un peu de philosophie dure, je vous dirais qu'ils s'enchaînent dialectiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens hegelien du terme, au sens rigoureux du terme. La première mondialisation va produire la seconde, elle va engendrer la seconde qui est son contraire. Un terme produit son contraire. On a une vraie dialectique historique à la Hegel. La première mondialisation va entraîner la deuxième qui va la nier de toutes parts. Qu'est-ce que c'est que la première mondialisation? La première mondialisation, c'est tout simplement la grande, gigantesque et magnifique révolution scientifique des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, qui explose avec les Lumières. Pourquoi je dis que c'est la première mondialisation? On pourrait y consacrer un séminaire d'une année sans difficulté, mais je vais vous épargner ça et aller très vite à l'essentiel. La révolution scientifique, et disons qu'en gros Newton est le premier vrai scientifique moderne en Europe. Descartes invente le principe d'inertie, mais enfin ces lois du choc sont complètement délirantes. Il faut vraiment attendre Newton pour avoir un vrai physicien, un vrai fondateur de sciences modernes, Lavoisier pour la chimie. Eh bien, cette révolution scientifique, elle met en place pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un discours qui vaut pour tous les êtres humains, pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers, pour les Chinois comme pour les Allemands, les Français, les Anglais ou les Italiens. Et via les écoles, ce discours des Lumières, ce discours de la science, va s'étendre en effet au monde entier. Alors que tous les discours antérieurs, les mythologies, les philosophies, les littératures, les religions, étaient locaux ou régionaux. Il fallait être ethnocentriste fou et européen pour s'imaginer que le catholicisme était universel. Au fin fond de la Chine ou de l'Inde, au XVIIIe siècle et même encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est Jésus simplement. En revanche, via les écoles, les principes fondamentaux de la science moderne vont se développer à peu près partout où il y aura des écoles. Premier discours mondial. Or, ce discours, chers amis, ce discours, il apparaît porteur de ce qui ferait rêver notre président de la République, à savoir un projet de civilisation, une politique de civilisation. Il ne s'agit pas simplement, grâce à la science, grâce aux Lumières, de connaître le monde, de percer à jour les secrets ou les mystères de la nature. Oui, il s'agit de ça, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'un projet de civilisation qui vise à rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Le bonheur, une idée neuve en Europe, comme dit l'autre, Saint-Just. Qu'est-ce qui le montre? Eh bien, un événement entre tous le montre merveilleusement. C'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce tremblement de terre fait 50 000, 60 000 morts, peut-être 100 000, on ne sait pas aujourd'hui, mais beaucoup, beaucoup. Dans Candide, Voltaire dit 30 000 morts, mais il est en dessous
de la vérité. Si vous allez à Lisbonne, vous verrez que la ville basse a été intégralement détruite. Il ne reste que les ogives, les arêtes de la cathédrale, qu'on a gardées en souvenir de cette catastrophe, sur laquelle tous les grands esprits vont se prononcer. Voltaire en tête, chez nous. Et qu'est-ce qu'il dit, l'ami Voltaire? Il dit: la nature est une salope, la nature est immonde, la nature est méchante, la nature c'est l'ennemi. On n'est pas du tout chez notre ami Borloo, on n'est pas dans l'écologie. La nature c'est l'ennemi absolu. Mais grâce au progrès des sciences et des techniques, nous allons pouvoir prévoir les catastrophes naturelles et par conséquent les prévenir. Et donc rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Plus libre doublement. Plus libre par rapport à la tyrannie de la nature, voire le tremblement de terre de Lisbonne. Mais plus libre intérieurement, car les Lumières, la métaphore est parlante, c'est la lutte contre l'obscurité de l'obscurantisme, de la superstition moyenâgeuse. Libérer l'humain des chaînes de la superstition à l'intérieur et des chaînes de la nature à l'extérieur, tout en lui apportant le bonheur, voilà un projet de civilisation grandiose, transcendant par rapport à la science elle-même, transcendant par rapport à l'histoire et à la politique, un projet qui va animer l'Europe pratiquement jusqu'au général de Gaulle. Victor Hugo, lorsqu'il écrit Les Misérables, dans les années 1860, est convaincu que la misère est là, mais que ça va vers le mieux. Jaurès, tous les progressistes, seront animés par cette idée que les Lumières vont éradiquer la misère, apporter le bien-être et libérer l'humanité des chaînes de la superstition. C'est le projet européen par excellence. C'est l'humanisme moderne, c'est la République, c'est le progrès. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième mondialisation? Avec la deuxième mondialisation, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la chute, au sens biblique ou platonicien du terme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce gigantesque projet qui animait les Lumières, il tombe dans une infrastructure, pour parler comme Marx, qui est celle du capitalisme moderne, de la mondialisation, au sens du capitalisme élargi au monde entier. Et qu'est-ce qui se passe quand ce projet des Lumières tombe dans cette infrastructure du capitalisme moderne? Eh bien, il se passe que cette infrastructure apparaît progressivement et de plus en plus fortement comme une infrastructure de compétition tous azimuts. Compétition entre les entreprises, compétition entre les peuples. Souvenez-vous des discussions que nous avons eues sur la protection du cinéma français, européen, contre l'impérialisme réel ou supposé des États-Unis. Compétition entre les entreprises, je disais, entre les peuples, entre les cultures, entre les universités, entre les laboratoires. Chaque 3 mois, vous avez un classement mondial des universités à la une de votre hebdomadaire préféré. Et donc, le projet de la science, le projet des Lumières, le projet de civilisation, il tombe dans cette infrastructure de la compétition. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. Et là, vous allez comprendre l'idée que je crois la plus puissante, la plus profonde et surtout la plus éclairante que j'ai rencontrée dans ma vie pour comprendre le monde dans lequel nous rentrons. Je ne veux pas être trop emphatique, mais c'est vraiment l'idée la plus simple, la plus profonde, la plus puissante et la plus éclairante que je connaisse sur le plan historico-politique. On peut là aussi y consacrer un séminaire d'1 année, je ne vais pas le faire. Je vais vous la présenter en 3-4 minutes, mais sachez que c'est faire tenir la dinde dans le marron et qu'il y a des harmoniques, comme on dit en musique, il y a des connotations sans fin, mais vous les trouverez vous-même très certainement, mais vous y réfléchirez, ça vaut, je crois, vraiment la peine. Qu'est-ce qui se passe donc quand cette gigantesque entreprise des Lumières tombe dans l'infrastructure du capitalisme, de la mondialisation libérale? Eh bien, il se passe ceci. C'est que le chef d'entreprise qui fabrique des objets technologiques, et ce que j'ai à la main, à savoir un téléphone portable, c'est un concentré absolu de mondialisation. C'est l'objet le plus pressurisé qui soit en termes de compétitivité, en termes de compétition mondiale, en termes d'impératif d'innovation. Eh bien, le chef d'entreprise qui fabrique ce que j'ai à la main, ou tout autre objet technologique du même type, il sait, chers amis, une chose et une seule à coup sûr. C'est que si le téléphone portable qu'il met sur le marché dans 3 mois n'est pas plus performant que celui que je tiens en main, il est mort. Ce n'est pas une question de projet, c'est une question de survie. Il est mort. S'il n'y a pas plus de pixels dans la caméra, s'il n'y a pas plus de mémoire dans le MP3, s'il n'y a pas un écran tactile, etc., 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 il est liquidé, ravalé par le voisin. Qu'est-ce que ça change?
Ça change tout notre rapport à l'histoire, à la politique, à la civilisation. Ça veut dire que désormais, alors que le général de Gaulle pouvait encore s'imaginer qu'il faisait l'histoire et que son histoire qu'il faisait, l'histoire nationale française, elle allait vers le mieux, vers un projet d'émancipation et de bonheur pour l'humanité, en gros. Eh bien, l'histoire que nous vivons aujourd'hui et qui s'appelle la mondialisation, elle a une signification inverse, ou plutôt elle n'a plus aucun sens. Pourquoi ? Parce que nous avançons aujourd'hui sur le modèle de mon chef d'entreprise, pas aspiré par la représentation d'un projet ou d'une fin grandiose, pas animé par un but de civilisation génial, mais poussé dans le dos, et encore je suis fort poli, par l'obligation absolue d'innover ou de mourir. Comme un vélo qui n'avancerait pas assez vite tombe et ne peut pas rester sur son axe, ou comme un gyroscope qui tourne sur son axe tombe du fil sur lequel vous l'avez posé lorsqu'il ne tourne plus assez vite, eh bien, mon chef d'entreprise est obligé d'innover, d'innover, d'innover. Comme chez Darwin, une espèce qui ne s'adapte pas disparaît. Qu'est-ce que c'est que s'adapter à la mondialisation ? C'est innover, innover, innover. Et mon chef d'entreprise, qui est un bourgeois, dit à ses troupes, ne vous embourgeoisez pas. Ne vous encroûtez pas, ne vous endormez pas. Réveillez-vous. Et voilà pourquoi il est fasciné par les bohèmes, par cet impératif de l'innovation et de la table rase, de la révolution permanente, qui était déjà l'impératif des artistes un siècle avant lui. Et voilà pourquoi il les achète et qu'il leur rend hommage. Eh bien, vous avez trois conséquences, et elles posent le problème du développement durable, de manière autrement plus profonde et plus sérieuse qu'on ne le fait la plupart du temps lorsqu'on parle uniquement d'écologie. Même si je ne vous ai pas parlé des petits oiseaux et des feuilles d'arbres, je ne vous parle en vérité que d'écologie et de développement durable depuis le début de cette intervention. Car c'est de cela qu'il s'agit. Où allons-nous et comment réguler ce monde dans lequel nous sommes entraînés ? Trois conséquences de cette mondialisation, de ce changement de régime de l'histoire, qui n'est plus animé, en tout cas c'était l'idée, par la représentation d'une fin, qui n'est plus une histoire nationale, mais qui est une histoire mondiale, et qui est une histoire, encore une fois, animée, pour parler comme les physiciens, non par les causes finales, mais par les causes efficientes, par une logique anonyme, mécanique et aveugle, qui est la logique de la compétition. Si je n'avance pas, je suis balayé. Trois conséquences. Et je m'arrêterai là, en concluant sur le défi que ça nous impose. Première conséquence, perte totale du sens de l'histoire. Nous avançons à toute vitesse, mais dans un brouillard complet. Nous ne savons ni vers quoi, ni pourquoi. Est-ce que quelqu'un est assez imbécile dans la salle pour s'imaginer que parce qu'il aura la troisième génération d'iPhone, il sera plus libre et plus heureux ? Personne ne le croit, nous l'achèterons tous. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et si on n'achète pas l'iPhone, on achètera un BlackBerry ou un Nokia ou un Samsung équivalent, ou un Google. Allez, on va vexer personne. Perte de sens totale, structurelle, parce que les foyers de compétition entre les entreprises, entre les peuples, les foyers de compétition qui sont comme autant de moteurs de l'histoire, ils sont en nombre infini, potentiellement, et disséminés sur l'ensemble de la planète, ce qui fait qu'aucun d'entre nous ne sait ni vers quoi, ni pourquoi ça va partir dans telle direction ou telle autre. Ça ne veut pas dire que ce soit mauvais. Quelquefois, ça produit des effets formidables. D'abord, nos voitures sont bien meilleures, nos téléphones portables, n'en parlons pas. Mais lorsque nous allons à l'hôpital, nous sommes très heureux de bénéficier des résultats de cette compétition lorsque les scanners performants nous permettent de soigner nos enfants ou nous-mêmes. Il ne faut pas dire que c'est tout négatif. Juste, c'est le sens qui disparaît. Deuxième disparition, nous perdons toute espèce de contrôle sur l'histoire. D'où la problématique du G20. Régulation, régulation, régulation. Mais c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Là, on est à des années-lumière de réguler quoi que ce soit. Oui, je vois que la plaisanterie, vous êtes gentil, vous me la restituez comme il faut. C'est la culture, c'est comme la confiture. Voilà. Eh bien, on est à des années-lumière. Et pourquoi on est à des années-lumière ? Parce que nous vivons un monde et une histoire qui sont intégralement mécaniques, anonymes et aveugles. Nous sommes dans une logique pour aller vite, qui est la logique de l'audimat.
Et cette lessiveuse, moi je me souviens d'être allé à Porto Alegre, Josie s'en souvient, on était à Porto Alegre, vous savez, c'était le forum social des altermondialistes. Alors je veux vexer personne, mais enfin, bon, quand même. J'ai rencontré une collection de barjots comme j'en avais pas vu depuis 68, il faut quand même être honnête. Ils étaient très sympathiques, on a bu de la guardiente ensemble, j'adore discuter avec les gens avec lesquels je suis pas d'accord, mais enfin bon, j'ai rencontré des écoféministes antisémites pro-palestiniennes qui étaient quand même... bon, et puis quelques trotskistes de la 75e génération, à côté desquels notre facteur bien-aimé est un aimable social-démocrate. Bon, alors, ils étaient un peu spéciaux quand même. Bon, et donc... quand même être sérieux, quoi. Bon, alors on a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup engueulé, tout ça a été plutôt sympathique. Et puis je suis revenu voir le président Chirac qui m'avait envoyé là-bas et je lui ai dit, vous savez, président, ces gens ne sont pas vos amis, ni les miens d'ailleurs, mais ils mettent le doigt sur quelque chose qui est vrai, le monde nous échappe totalement. Et le président Chirac m'a dit à peu près ceci, il m'a dit, mais oui, ils ont raison, ils mettent le doigt sur une vraie réalité. C'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, avec les 6 ou 7 chefs d'État ou de gouvernement qui comptaient, à la fin d'un repas, on se tapait dans la main, on avait fixé le cours du cacao, de la banane ou du sucre. Aujourd'hui, ce sont les marchés financiers qui le font et ça nous échappe totalement. Les politiques nationales sont dépossédées des leviers du pouvoir. Regardez l'augmentation faramineuse du déficit public et de la dette dans l'année qui vient de s'écouler. Il suffit d'y réfléchir. Si nos gouvernants, on va généraliser, avaient vraiment du pouvoir, on n'aurait pas la récession, on n'aurait pas le chômage, on n'aurait pas la dette, on n'aurait pas le déficit public. Ça leur échappe. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que c'est mondialisé. Question politique numéro 1, il n'y en a pas d'autre, ce n'est pas une question droite-gauche. D'ailleurs, entre la droite et la gauche aujourd'hui démocratique, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, s'il y en avait une, ça se verrait. Il n'y en a aucune. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche. Le vrai problème, c'est de savoir comment reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe de toutes parts parce qu'il est mondialisé et que les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien du tout. C'est ça le problème. Comment reprendre la main? Comment redégager des marges de manœuvre? Si le président Sarkozy pratique l'ouverture à haute dose, ce n'est pas parce qu'il est passionné par les gens de gauche, c'est parce qu'il a parfaitement compris qu'il faut récupérer des marges de manœuvre pour essayer de changer le monde, de le réguler, et pour essayer de faire ce qu'il veut à juste titre faire au G20, et avec quoi tout le monde est d'accord, ce n'est pas une question droite-gauche. Eh bien, le monde nous échappe. Là où les altermondialistes, à mes yeux, délirent totalement, c'est qu'ils s'imaginent que derrière les marchés financiers, il y a des gens qui tirent les ficelles, des marionnettistes, les 200 familles, les élèves de l'école de Chicago, que sais-je. Mes chers amis, si c'était le cas, ce serait la meilleure nouvelle du siècle. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument personne, et qu'on a affaire à une logique qui est celle de l'audimat, qui est celle de la marchandisation du monde, mais qui est une logique anonyme, mécanique et aveugle, automatique. Troisième conséquence, et j'arrêterai là, ce que j'appellerais les contradictions culturelles de l'homme de droite ou du chef d'entreprise, ce qui, pour moi, revient à peu près au même. Je sais, il y a des patrons de gauche, mais enfin, comme disait Gabin, dans un film célèbre, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Contradiction culturelle du capitaliste. Il faudrait un Molière pour les décrire. Et c'est tout le problème de l'éducation qui est derrière, qui n'est pas une question de ministre ceci ou de réforme cela, mais qui est une question générale, majeure. Il faudrait un Molière parce que Molière, c'est celui qui invente l'art classique. L'art classique, c'est-à-dire la peinture des types idéaux, le misanthrope, le malade imaginaire, l'hypocrite tartuffe, etc. Ce sont des types idéaux, ce n'est pas des vrais gens, comme on dit dans la presse, c'est des types idéaux, des essences, des portraits robots. Eh bien, imaginez le portrait robot du vieux chef d'entreprise, de droite donc, et un peu grognon, déclinologue. Eh bien, je vais être très bref, mais c'est le point le plus important. Et puis après, je rassure le président de séance, je conclurai. Mon chef d'entreprise, il a voté pour le président Chirac, il s'en mord encore les doigts, parce qu'il voulait un président de droite, il a eu un radical socialiste, et il trouve que le président n'a pas fait le travail. On n'a pas touché à l'ISF, on n'a pas touché au code du travail, on n'a pas mis de la flexibilité, on n'a même pas réduit les déficits, on les a augmentés. Bref, il est tout de même
pas très content d'avoir voté pour ce président-là, et il trouve qu'il n'a pas fait le boulot. Il a donc voté pour un jeune président de droite dynamique, mais chat échaudé craint la pluie, il demande à voir, il est vigilant. Quand il rentre chez lui, imaginez-le comme on dit en Belgique, dans son privé, dans son bel appartement du 16e arrondissement de Paris. Il rentre chez lui, pas de bol, sa fille, imaginez la scène, a invité par mégarde pour un goûter d'anniversaire une collection de petits barbares qui se trouve être la classe de son petit-fils ou de sa petite-fille qui a 8-9 ans. Et il voit débouler chez lui, dans son beau salon, dans ses meubles Louis XVI, il voit débouler cette collection de sauvageons dont il constate avec une consternation dépitée qu'ils sont infoutus de lui dire « Bonjour monsieur ». Même le bonjour tout seul, on peut toujours courir. Quand ils partiront, ils diront pas « Au revoir monsieur », même pas « Au revoir ». Merci, n'y pensons pas, ça a disparu de leur vocabulaire depuis bien longtemps, pense-t-il. Si jamais on parle avec eux de musique, d'art plastique, de littérature, c'est le désert des Tartares. Si jamais vous écrivez une lettre, mais fort heureusement, il n'y a aucune chance, elle sera bourrée de fautes d'orthographe. Et comme les ministres de l'Éducation sont des gens foutres et que le mammouth n'est pas réformable, tout ça ne va pas s'arranger. Bon. Mon chef d'entreprise lit donc les livres de Bavresse et avec une délectation morose. Si vous ne le voyez pas, il doit y en avoir quelques échantillons, pas très loin, je pense que ça se trouve. Moi j'en connais beaucoup et ils sont des vrais républicains, des gens estimables. On a voté du même côté, on est de la même famille politique, on ne va pas se battre. Mais je dis à mon chef d'entreprise en toute amitié, fraternellement, je lui dis, le déclin que tu observes, c'est pas faux ce que tu dis, c'est brut de décoffrage, mais c'est pas entièrement faux. Tout n'est pas faux là-dedans, loin de là, loin de là. Même quand il pense que dans le gouvernement auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, s'il y avait eu un championnat du monde de marche arrière, nous l'aurions gagné, il a un peu raison. Bon, il faut être honnête. Bon, chaque fois qu'il y avait 3 étudiants dans la rue, on faisait demi-tour en courant plus vite qu'eux. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire des réformes. Ça devait arriver. Tout ça n'est pas faux, et donc il peut être grognon, il a raison d'une certaine manière. Mais je lui dis, mon pauvre ami, pour une fois, c'est pas la gauche qui est responsable. Moi aussi, ça m'arrangerait que ce soit les mecs de gauche qu'on puisse incriminer, mais c'est pas vrai. C'est toi qui es responsable, c'est le monde de l'entreprise qui est responsable. Et pourquoi tu es responsable? Eh bien, parce que tu vends des téléphones portables. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux que mes enfants les achètent, que nos enfants les achètent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants achètent tes fichus téléphones portables? Eh bien, il faut les transformer en consommateurs, addictifs si possible. Et si vous aviez, chers amis, un microscope pour regarder non pas les ailes des mouches ou les molécules, mais regarder les concepts, les idées, que vous regardiez ce que c'est que la consommation à l'état, si je puis dire, chimiquement pur, eh bien vous verriez que la consommation, elle a exactement la structure de l'addiction. Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Mon ami Jean-Didier Vincent, grand biologiste, vous le dirait mieux que moi. Un drogué, c'est quelqu'un qui, au bout d'un certain temps, ne peut plus s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. C'est la définition du client idéal du chef d'entreprise. Le client idéal irait faire les courses plus souvent et il achèterait toujours plus, comme un drogué. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir des enfants drogués, des enfants addictifs à la consommation, qui achètent des jeux Nintendo en pagaille? Eh bien, il faut faire 2 choses, chers amis. Et là, je vais mettre tout ensemble. 1, il faut casser les valeurs traditionnelles. Rien ne freine autant la consommation que d'avoir une vie intérieure riche. Encore une fois, c'est ce que disait déjà Marcuse. Il appelait ça la désublimation répressive, pour ceux qui ont les souvenirs de cette période des années 68. Eh bien, il faut casser dans la tête de nos enfants les valeurs traditionnelles. Merci les bohèmes, dit-il. Et c'est pourquoi il continue d'acheter les tableaux d'art contemporain. Entre parenthèses, c'est certainement pas l'ouvrier qui les achète, les tableaux des bohèmes, les tableaux d'art contemporain. D'abord parce qu'il n'a pas les moyens. Puis je vais vous dire, il serait comme moi, même s'il avait les moyens, il préférerait, comme on dit dans les familles, que ce soit bien peint, plutôt que de s'acheter un Rothko ou un Basquiat. Voilà. Mais chacun a les goûts qu'il veut. Mais bon, je pense quand même que c'est pas l'ouvrier qui est un fan d'art contemporain, c'est évidemment les patrons. Bon, et les banquiers, c'est les banques suisses qui achètent ça, ou les banques japonaises, ou les grands patrons. C'est pas le prolétaire qui, encore une fois, n'en a ni le goût ni les moyens. Mais il faut faire une deuxième chose.
Donc j'ai dit merci les bohèmes. Il faut faire de grandes campagnes de publicité en suivant le principe de Patrick Lelay, qui avait comme patron de TF1 un jour vendu la mèche en disant, vous savez, c'est pas très difficile mon métier, ça consiste à accorder à mes collègues chefs d'entreprise des temps de location de cerveau disponibles. Eh bien, regardez, tout le monde a été scandalisé, il avait parfaitement dit la vérité. Eh bien, regardez comment ça marche, les chaînes qui sont réservées à nos petits. Regardez TG, Piwi, Canal J, Boomerang, Télétoon et les autres. C'est entrelardé en permanence de sublimes campagnes de publicité qui marchent formidablement. Casser les valeurs traditionnelles et mettre en place des campagnes de publicité. Je dis donc à mon chef d'entreprise, tu ne peux pas avoir l'enfant bien élevé, traditionnaliste, qui tourne les compliments en latin, et l'enfant zappeur consommateur que tu fabriques à jet continu. Ça ne coexiste pas dans le même bonhomme. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. J'aime ce proverbe car il existe dans toutes les langues. En anglais, c'est You can't have your cake and eat it too. Et en italien, tu ne peux pas avoir le tonneau plein et la femme ivre. Je pense que ça en dit long sur nos amis italiens. Non, c'est vrai. Bon, c'est pas féministe, mais enfin, c'est drôle. Et donc, je dis à mon chef d'entreprise qu'il nous pose une question à nous tous, et c'est ça la vraie question de l'éducation. Est-ce que nous voulons un peuple de citoyens éclairés ou un peuple d'enfants zappeurs consommateurs? Il n'y a aucune chance pour que ça coïncide, chers amis. Et voilà pourquoi je suis beaucoup plus un républicain qu'un libéral, évidemment. Je conclus. Ce que je vous ai dit pose une immense question. C'est la question: comment reprendre la main sur le cours du monde qui nous échappe de toutes parts? Et à quel niveau? Certainement pas au niveau national. C'est le seul vrai argument en faveur de la construction européenne. Il n'y a qu'au niveau européen que pour nous, Européens, la possibilité d'une reprise en main, d'une politique qui soit en rapport avec le cours du monde, qui reprenne contact avec le cours du monde, devienne possible. C'est certainement pas au niveau national que ça se fera. Et vu l'état de l'Europe, ça ne porte pas l'optimisme, pour être franc. La deuxième remarque, c'est que si vous avez bien mis ensemble ce que je vous ai dit, notamment au début sur la crise, on ne se sortira de la crise que par l'innovation. Innovation, innovation, innovation. Pas par la régulation seulement. Oui, on va mettre des cliquets, des garde-fous, on va gronder les méchants banquiers américains et moraliser un peu le capitalisme. Mais d'abord, pas beaucoup. Très très peu. Il ne faut pas croire quand même ce qu'on vous dit, c'est des contes de fées pour enfants de 5 ans, cette histoire de régulation. On va en faire un tout petit peu, ce sera infinitésimal. Mais de toute façon, ça n'est ni le problème ni la solution. Le problème en termes de développement durable et en termes d'écologie, c'est le suivant. Comment renouer avec l'innovation sans pourrir la planète? C'est ça la vraie difficulté. Comment renouer avec la croissance sans dévaster la Terre? Alors, les apologistes de la décroissance ou de la croissance zéro, ils sont bien gentils. Ils comprennent ce que je dis là, mais ils en déduisent des conséquences qui ne sont pas tenables non plus, parce que aucun d'entre eux n'est capable d'assumer les conséquences sociales et politiques et humaines d'une décroissance. Est-ce que vous voulez 10 millions de chômeurs en France? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et donc, on est pris dans une quadrature du cercle, si je puis dire, dans une équation impossible à résoudre. La décroissance, c'est le chômage et la misère. Et l'innovation, comment la canaliser pour qu'elle soit écologiste? Dire croissance verte, croissance verte, croissance verte, c'est bien gentil, mais c'est du pipeau. Évidemment qu'il faut le faire, mais ce n'est pas au niveau du problème. Vous comprenez bien que toute la croissance ne va pas être verte. Hein, c'est très difficile la croissance. Évidemment qu'il faut le faire, mais on ne va pas avoir toute la croissance de tous les pays occidentaux qui soit repeinte en vert dans le quart d'heure. Quand vous prenez par exemple l'immobilier et que vous dites on veut des bâtiments qui sont sans déperdition d'énergie, mais ça coûte 20% de plus. Vous les payez comment? Donc vous voyez bien que c'est compliqué. C'est pas une équation facile à résoudre. Donc les deux équations sont celles-là. Un, comment reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe de toutes parts, du fait de la mondialisation? Et deux, comment renouer avec une vraie croissance et une croissance qui soit tirée par de la richesse et pas par de la dette, sans dévaster la Terre? Voilà les deux équations à résoudre et je nous souhaite bonne chance. Merci à vous. Mais il faut changer ça, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir comment renouer avec une économie d'innovation
une économie d'innovation qui va nous remettre sur la voie d'une croissance alimentée par de la richesse et pas par de la dette. Voilà l'équation à résoudre. Et comme vous allez voir, cette équation, elle pose d'énormes problèmes, notamment sur le plan du développement durable et de l'écologie. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'innovation n'est pas sans danger. Renouer avec l'innovation, c'est renouer avec tout ce qui alimente les problèmes d'environnement aujourd'hui. Et croire que ça va se résoudre par une croissance verte est évidemment d'un optimisme délirant, presque enfantin, puéril. C'est pas comme ça que ça va se passer, même s'il faut évidemment investir du côté de la croissance verte. Mais ce ne sera pas suffisant et c'est pas comme ça que ça se passera. Et je voudrais vous raconter pourquoi, et là reprendre, si vous permettez, la casquette du philosophe plutôt que du pseudo-économiste, économiste que je ne suis pas, et revenir à des questions qui sont à mes yeux les vraies questions de fond. Mais c'était indispensable de bien comprendre que la crise s'enracine dans l'économie réelle et pas dans l'économie casino, et que ce n'est pas simplement en moralisant le capitalisme qu'on réussira à s'en tirer, mais encore une fois en renouant avec une croissance réelle, alimentée par de la richesse et pas par de la dette. Bon, une fois que ça est bien compris et bien posé, revenons au cœur du problème, c'est-à-dire à la mondialisation. Et je voudrais vous dire que le XXe siècle a été caractérisé par deux grands traits, deux grandes tendances gigantesques et absolument passionnantes à analyser, sur lesquelles on peut avoir des jugements de valeur dans des produits à 40 entrées, des produits financiers compliqués avec la complicité des agences de notation qui vont décréter que ces produits sont très fiables alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est là que, en effet, la crise économique va devenir une crise financière. Pourquoi ça atteint, vous allez comprendre tout de suite, avec un exemple qui est très parlant, pourquoi ça atteint l'automobile aux États-Unis, la General Motors qui fait faillite, ce qui est quand même hallucinant. Eh bien parce que, en gros, vous vous endettez pour acheter une voiture, mais pas pour aller chez le coiffeur. Et tout ce qui va nécessiter un endettement va être atteint, c'est-à-dire l'immobilier, les voitures, parce que les taux d'endettement étant saturés, eh bien il y a un moment où cet artifice qui consiste, vous voyez comment attirer la croissance par de la dette et pas par de la richesse, atteint sa limite. Pendant 10 ans, on tire la croissance américaine par la dette, par l'endettement des ménages, puis quand l'endettement est saturé, eh bien, évidemment, ça s'effondre parce que, normalement, dans un régime capitaliste bien fonctionnant, on tire la croissance par de la richesse des classes moyennes, mais pas par de la dette. Voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé, ce qui veut dire que la solution de la crise est très compliquée parce que cette crise est une crise de l'économie réelle et pas une crise de l'économie casino. Contrairement à ce qu'on vous a dit à peu près partout, en disant voilà, il y a une bonne économie, comme dans le film Wall Street, si vous vous souvenez, avec Michael Douglas, il y a une bonne économie qui est l'économie réelle, puis il y a une méchante économie, c'est l'économie casino, c'est les méchants banquiers, les spéculateurs, etc. Et donc la crise est une crise du court-termisme, de la pression des actionnaires, de la spéculation, de l'avidité des banquiers. C'est ce qu'on vous a raconté à peu près partout dans la presse, et bien sûr des écrans plats, des appartements, etc. Et donc les classes moyennes se tassant, on a un effondrement de la croissance. Et le président Clinton et le président de la Federal Reserve décident que pour que la croissance continue, pour qu'elle ne s'effondre pas, il faut la tirer, cette croissance, l'alimenter par l'endettement des ménages. Ils donnent l'ordre aux banques américaines, et c'est là que ça va en effet déraper, ils donnent l'ordre aux banques américaines de prêter aux pauvres, ceux qu'on va appeler les subprimes, qui en anglais veut dire second choix simplement. Second choix, c'est-à-dire que c'est des gens à qui on prête mais qui ne sont pas très fiables parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rembourser, tout simplement. Et donc on va prêter à ces gens, on va endetter les petits ménages pour que la croissance continue d'être alimentée non plus par la richesse des classes moyennes mais par l'endettement des pauvres, par l'endettement des petits. Et les chiffres le confirment, vous avez en gros 75% d'endettement des ménages. L'endettement des ménages est à 75% du revenu au début des années 90, et puis aujourd'hui on est à 150%. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pendant 10 ans. Mais quand l'endettement est saturé, si vous vous endettez, et vous endettez, il y a un moment où vous ne pouvez plus vous endetter davantage. D'abord parce que les banques ne vous prêtent plus. Et puis parce que c'est insupportable, vous ne pouvez pas rembourser les intérêts. Donc quand l'endettement est saturé, c'est-à-dire autour de 150% du revenu, et plus que saturé, eh bien,
on va décider de se débarrasser, les banques vont décider de se débarrasser des crédits, parce qu'ils sont à risque, évidemment. Elles vont donc titriser, c'est-à-dire les transformer en produits financiers compliqués, les cacher. La vérité est hélas tout autre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a une crise de l'économie réelle, liée à une recomposition du monde du travail aux États-Unis, qui est suivie après par une crise financière, parce qu'on a titrisé les crédits pourris, qu'on les a cachés dans des produits financiers et qu'on les a disséminés sur l'ensemble de la planète. Et cette crise financière qui vient en second lieu rejaillit sur l'économie parce que les gens ne se prêtent plus entre eux et que les entreprises ne trouvent pas de liquidité et même les banques entre elles, comme vous le savez, ne se prêtent pas. Voilà le scénario véritable de la crise qui fait que la crise s'enracine au cœur de la mondialisation, au cœur de l'économie réelle, et on n'en sortira pas simplement en régulant, en moralisant le capitalisme, comme on le dit au G20. Mais le problème est beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. On ne sortira de la crise que par l'innovation, par une croissance qui, à nouveau, serait tirée par de la richesse et pas par de la dette. D'où, par exemple, l'emphase mise sur la croissance verte. Pourquoi on table sur la croissance verte? Parce qu'on cherche de nouvelles économies. Après ce qu'on a appelé la nouvelle économie, c'est-à-dire le numérique, on cherche de nouveaux secteurs, c'est-à-dire de nouveaux secteurs dans lesquels, à nouveau, la croissance économique serait alimentée par de la richesse et pas par de la dette, ce qui est le régime normal du fonctionnement normal des sociétés capitalistes. Et donc on cherche de nouveaux débouchés, et c'est donc par l'innovation qu'on s'en tirera, et pas simplement en moralisant le capitalisme, ce que de toute façon on ne fera pas ou que dans des proportions infinitésimales. Il faut le faire évidemment, mais ce n'est pas ça qui nous tirera d'affaire. Il faut évidemment le faire, par exemple que les traders aient des bonus et pas de malus, c'est un pouce au crime, liés et sont au fond analogues. Ce qu'on vous a raconté dans les hautes sphères politiques comme dans la presse depuis maintenant presque un an, c'est que, en gros, on a connu une crise financière qui part des banques américaines, et puis cette crise financière est devenue une crise économique, et puis finalement une crise sociale avec des patrons séquestrés, et puis pourquoi pas une crise politique. Je pense que ce scénario est en vérité presque entièrement faux, et que nous avons affaire à une crise économique d'abord, une crise financière après, et éventuellement une crise sociale et politique ensuite. Je vous explique ça très rapidement, vous verrez pourquoi c'est important. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez comprendre la crise, c'est que au milieu des années 90, ou plutôt au début des années 90, le président Clinton et le président de la Federal Reserve, Greenspan, se sont rendus compte que la croissance faiblissait. Pourquoi? Parce que les classes moyennes s'effondraient aux États-Unis. Et on a assisté à une bipolarisation du monde du travail. Rassurez-vous, je ne vais pas être très compliqué, mais vraiment, je crois que c'est indispensable, avec d'un côté un petit nombre de gens très bien payés et très bien formés, disons l'équivalent de nos polytechniciens, et puis de l'autre côté, une masse de prolétaires très mal payés et très nombreux. Et au milieu, les classes moyennes qui s'effondrent. Et ça produit un effet qui est un effondrement de la croissance aux États-Unis. Pourquoi? Parce que très simplement, ce sont les gens qui gagnaient 4 ou 5 000 euros par mois, ou 4 ou 5 000 $ par mois si vous préférez, qui étaient capables d'acheter des voitures.